Romaines vont perdre certes leur indépendance, c'est-à-dire leur politique étrangère. Il ne faut pas oublier que, par exemple, au moment des guerres puniques, eh bien, elles vont être amenées à se ranger aux côtés de Rome, et toutes celles qui vont flirter quelque peu avec Hannibal lors de sa descente dans la péninsule vont être durement punies. L'Artie n'existait pas encore quand Hannibal franchit les Alpes, mais, née dans la région de Chiusi, dans le nord de l'Étrurie, elle ne pouvait ignorer qu'à peu de distance avait eu lieu une grande bataille, celle du lac Trasimène. Hannibal poursuivait son avance à travers l'Étrurie en direction de Rome, avec à sa gauche la ville et les montagnes de Cortone, et à sa droite le lac Trasimène. Il incendiait et saccageait tout sur son passage afin d'exaspérer l'adversaire. Il y avait ce jour-là un brouillard particulièrement dense et, dès que la plus grande partie de la colonne romaine eut pénétré dans la vallée et que les unités de tête furent arrivées au contact avec les Carthaginois, Hannibal donna le signal convenu et fit avertir les troupes placées en embuscade. Attaqués à la fois de front, sur leurs arrières et sur leurs flancs, les Romains furent pour la plupart massacrés alors qu'ils étaient encore formés en colonne de marche. Près de 15 000 Romains furent ainsi tués dans la vallée sans avoir pu ni mettre bas les armes, ni se battre. L'Artie a dû trembler au souvenir de ses parents ou de ses grands-parents, qui lui parlaient du fracas des armes et des pillages, qui lui décrivaient, à elle qui ne quitta sans doute jamais sa région de naissance, ces guerriers exotiques venus de si loin, Africains, Baléares, Ibères, Gaulois. Si l'on n'était pas marchand ou soldat, on ne voyageait que peu à l'époque, surtout si l'on n'appartenait pas à l'aristocratie. Et l'Artie n'était pas de ces familles gouvernantes, qui pour la plupart étaient restées fidèles à Rome, et qui de plus en plus pratiquaient le latin, au détriment de l'étrusque. De milieu modeste, elle parlait encore au IIe siècle l'étrusque, comme le prouve l'inscription de l'urne de Laval. Ici, vous avez juste le prénom et le nom de famille de cette personne. C'est une femme, l'Artie, et son nom de famille est donc Tactreille. Mais on aurait pu préciser, et il y a des exemples où la précision apparaît sur ce type d'inscription, on aurait pu préciser qu'elle était épouse d'un tel. Et comme ça, nous savons parfaitement que épouse se dit Pouya. On aurait pu préciser, cela se trouve assez fréquemment, qu'un jeune homme est fils de son père ou qu'une jeune femme est une fille de son père. Par conséquent, on indique le nom fils, on indique le nom fille, et nous savons parfaitement que fils se dit clan et que fille se dit sec. Pour des raisons culturelles, sociales et politiques, l'Artie ne doit pas voir d'un bon œil la romanisation qui se fait à grands pas. Comme le prouve le fait même qu'elle porte un prénom, elle jouit dans le monde étrusque d'un statut inconnu des femmes romaines. De plus, de milieu libre mais modeste, elle souffre sans doute, avec sa famille, des crises économiques et des redistributions de terres qui se font au profit des Romains. Chiusi est balayé par des crises qui sont des crises principalement sociales et dont les retombées économiques sont considérables. Et en particulier, au IIIe siècle, il semble bien que l'état de la cité, l'état démographique de la cité soit médiocre et que surtout, ce soient les petits centres secondaires qui se développent le plus et où se répand une sorte de paysanat moyen, paysanat riche, enfin riche c'est une manière de parler, des gens d'une sorte de classe moyenne rurale qui exploitent le territoire de Chiusi et qui au IIIe siècle semble bien être, je dirais, la classe dominante de la cité. Il y a là la menace d'une sorte de concurrence que les Romains, et en particulier les anciens légionnaires, font peser sur les terres et les exploitations locales. Et c'est peut-être cela qui explique ce que nous avons sur les urnes que vous voyez à l'instant, et qui représente assez curieusement un personnage en train de combattre des soldats armés comme des hoplites, au moyen d'un outil bizarre qui n'est autre qu'une arère, c'est-à-dire une charrue sans roue.
un timon d'arère avec son soc. Le personnage n'est pas cuirassé, il a simplement les reins entourés d'une sorte de pagne et il frappe un personnage qui est, lui, au contraire, cuirassé, avec une cuirasse à lambrequin, qui porte un bouclier rond, qui a des cnémides, qui a un casque. Il le frappe à la tête et déjà, ce personnage est dans la position du vaincu. Il a le genou plié, il est dans l'attitude convenue de celui qui va mourir. Il y a donc là un combat d'un personnage armé d'un outil agricole contre un soldat régulier. Ici et là apparaissent deux autres soldats réguliers et qui s'engagent eux aussi dans le combat et qui vont peut-être subir le même sort. La tradition veut qu'on y reconnaisse un héros grec qui, au cours de la bataille de Marathon, aurait combattu les soldats perses avec une charrue, avec une arère. Est-ce une allusion à cet Ectélos qui aurait ainsi combattu avec un outil agricole? Je n'en suis pas sûr, encore que, sans aucun doute, le thème iconographique vienne d'un modèle certainement grec. Mais lorsque un agriculteur, avec un outil agricole, combat un soldat régulier, eh bien, cela signifie assurément qu'il y a une allusion à une révolte rurale. Et on ne peut s'empêcher d'imaginer qu'une vieille tradition née de cette lutte éventuelle et probable contre les colons, anciens soldats romains, ici représentés sous l'aspect de soldats grecs, ait donné naissance à un thème répétitif, récurrent, dont la signification politique n'est pas évidente, dont la signification sociale nous semble probable, mais dont la signification ethnique est, elle, absolument certaine. Et je crois, quant à moi, que cela représente les cultivateurs de la Val di Chiana, les cultivateurs de la région de Chiusi, qui ont trouvé là leurs représentants ethniques. Alors que cela apparaisse sur des urnes cinéraires de gens de petites conditions, ce ne sont pas des pauvres, mais ce ne sont certes pas des riches. Il n'y aurait là rien d'étonnant. Chiusi va finalement disparaître de l'histoire en étant intégrée à Rome, où elle ne deviendra plus qu'une toute petite ville d'importance infime, mais vieux souvenir du temps où elle avait de l'importance. Quoi qu'il s'agisse d'une grosse bourgade, elle est encore aujourd'hui le siège d'un évêché. Nous ne savons pas grand-chose de Larti, si ce n'est les prénoms d'autres membres de sa famille. Un Lart, fils de Prensti, un Vel, fils de Lart et d'Olia, et une Astia, fille de Vel et d'Olia. De sa vie, nous ignorons tout. Il nous est donc impossible de terminer ce film de manière conventionnelle, en disant qu'elle vécut heureuse et qu'elle eut beaucoup d'enfants. Peut-être eut-elle des enfants. Enfants qui furent parmi les derniers à porter des noms étrusques, ou qui adoptèrent des noms latins. Mais il est plus difficile de croire, par contre, qu'elle connut le bonheur. L'idéal de Larti était simplement de vivre dans la dignité et dans le respect de sa famille et de ses dieux. Elle désirait sans doute transmettre à ses descendants ce dont elle a hérité elle-même, sa culture et son statut de liberté, bien à la fois précieux et dérisoire, en cette période de crise sociale qui allait bientôt dégénérer en guerre civile. La seule trace matérielle de Larti, c'est l'urne qui conservait ses cendres. Témoignage, par-delà les siècles, de l'existence d'une femme qui a vécu au crépuscule de la civilisation étrusque.